Chaque année, des milliers de jeunes Congolais obtiennent leur baccalauréat, marquant la fin d'un cycle et le début d'une nouvelle aventure, l'enseignement supérieur ou l'entrée dans la vie active. C'est un moment important, rempli d'espoir, mais de nombreuses interrogations s'opposent. Comment choisir une bonne filière? Quels sont les débouchés réels du marché de l'emploi au Congo? Comment s'assurer que le choix fait aujourd'hui mènerait à une carrière épanouissante et utile pour le développement de notre pays? C'est le sature de cette grande interview. À tout de suite. Dorel Kanda, c'est notre invité de ce soir. Il est président du Feu Fonetev. Bonsoir monsieur et bienvenue. Bonsoir, merci madame. Bienvenue à vous également, fidèles téléspectateurs. N'oubliez pas de partager ce contenu, liker, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites un effort supplémentaire. Abonnez-vous et bienvenue à vous. D'entrée de jeu, peut-on comprendre qu'est-ce que le Fonatev? Merci pour la question. Le Fonatev est tout simplement une association qui œuvre pour l'orientation professionnelle, l'orientation scolaire et académique des jeunes. Le Fonatev, c'est un bébé qui est né d'une frustration d'un jeune ayant fini ses études secondaires, qui se retrouve dans un pays qui n'est pas le tien, qui va dans tous les sens pour trouver qu'est-ce qu'il doit faire, comment ça doit se faire et autres, et qui assiste aussi de nombreux jeunes Congolais comme lui dans la même difficulté. C'est ce jeune Doré Kanda qui parle avec vous. Donc beaucoup d'années en arrière, je me retrouve au Bénin, un pays où j'ai éjourné pendant longtemps pour mes études universitaires, où j'ai eu moi-même d'abord des difficultés pour choisir ma filière. D'ailleurs, on n'en a pas eu une orientation particulière au pays. Je veux être ingénieur, mais ingénieur c'est vaste. Ingénieur dans quoi? Est-ce que le métier que je vais choisir va répondre? Parce que je suis l'un des Congolais qui aime son pays. Je ne vais pas à l'étranger pour y rester. Je rêve aller étudier, apporter l'expertise sur le développement du pays. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais pour avancer? Et j'ai beaucoup trébuché. Et beaucoup d'années après, pour écourter la petite histoire, je constate chaque année, nous recevions à l'époque plusieurs boursiers congolais où l'État congolais a investi beaucoup de fonds pour former les jeunes cadres congolais. Mais je pouvais me rencontrer avec des amis qui viennent faire une matière comme l'agronomie. Et tu demandes à un ami, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas devenir, il ne sait pas. La motivation première était de quitter le pays. Parce qu'on connaît quelqu'un à la DOB, à la DOBAS, où j'en sais quelle structure qui octroie une bourse, son nom se retrouve là. Et le jeune est là abandonné à lui-même, sans parents, sans un conseiller à l'orientation, sans un suivi concret. Et c'est ce qui commence à bouillonner en moi. Je me dis, bon, pour trouver des solutions, il faut être là où on décide. Et je suis à la maison, je vois une information qui passe, il faut être président des étudiants congolais au Bénin. Je dis, moi, pour résoudre, si je suis président des étudiants congolais, j'ai l'accès à l'État, je peux discuter avec les responsables au pays, ainsi de suite. À peine 3 ans, c'était une fonction, on ne paye pas, mais les gens, il fallait avoir 10 ans, 12 ans au Bénin. Je suis arrivé là et j'ai commencé à mener ce premier travail d'orientation et de discuter avec les autorités compétentes sur la question des jeunes qui étaient orientés en Afrique de l'Ouest, parce que c'était beaucoup d'argent qui était investi. Et c'est comme ça, après 2-3 ans à la tête de l'association, il fallait rentrer chez soi. Je me suis dit, mais c'est un travail qui me passionne. Donner aux amis jeunes, c'est ce qui nous motive. C'est comme ça. Autour de moi, j'ai pas mal d'amis. Ils étaient nombreux que je ne peux plus citer. J'ai à l'époque Mbongo Mosoki, Benoît Emmanuel Montou, pas mal d'amis, où on se concerte, on se dit il faut rentrer. Mais avec quelle casquette? On se dit nous allons créer ce forum qui va nous permettre de faire département en département. Et depuis 2019, c'est le travail que nous faisons d'aller envers les jeunes, les conscientiser, disant que oui, tu as eu le bac ou tu auras le bac dans une année 2, mais qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que ta formation répond à la problématique ou répond aux besoins du recruteur congolais? Est-ce que tu fais une formation purement pour te retrouver fonctionnaire demain? Est-ce que c'est toutes ces questions que nous traitons
autour du FONATEV, nous essayons d'apporter notre petite expertise pour le plein épanouissement de la jeunesse congolaise dans ce cadre. Alors on comprend par là, ce forum, c'est le fruit d'une frustration. Exactement. Et donc ça fait combien de temps que ce forum existe? 2019 à aujourd'hui, donc nous sommes à 7 ans. 7 ans. Alors, en rentrant dans le vif du sujet, quels sont les principaux défis structurels et conjoncturels auxquels sont confrontés les bacheliers congolais dans leur quête d'orientation? Vous avez fait des enquêtes sur ce sujet, donc vous êtes en mesure de nous dire... Exactement. Nous avons souvent l'habitude de dire au FONATEV, le problème d'orientation au Congo, il est tridimensionnel. La première dimension révèle de l'autorité de l'État. Parce qu'aujourd'hui, il y a ces organes que je ne veux pas citer pour ne pas que ça soit mal interprété qu'on veut tirer sur eux, mais l'administration congolaise a bien prévu ses conseillers à l'organisation, ces organisations qui existent, ou bien ces services publics qui existent dans les différents ministères en charge de l'éducation, pour accompagner les jeunes. Je viens d'avoir mon BPC. Est-ce que je dois aller au lycée technique? Est-ce que je dois aller au lycée général? Même quand je vais au lycée général, qu'est-ce que je vais faire? Il y a la série A. Est-ce que je vais en tronc commun pour finir en C ou D? C'est toutes ces questions, logiquement, l'enfant devrait être accompagné dès ce niveau. Donc, la première dimension que nous évoquons le plus souvent, c'est accompagner, parce que l'État, nous on a l'habitude de dire le FONATEV, c'est un instrument qui apporte son expertise à l'État. On ne dit pas que ça n'existe pas, mais nous essayons aux côtés de l'État. Aujourd'hui encore, nous pouvons dire, nous avons les deux ministères en charge de cette question qui sont encore beaucoup plus accessibles et qui essaient d'écouter. Donc je parle, c'est le ministère de l'enseignement technique et professionnel et du MEPSA, donc le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire de l'alphabétisation, qui est, bon, c'est peut-être à force de faire, on vous fait un peu confiance. Donc le premier challenge se trouve à ce niveau. Il faut que l'État repense ou redynamise ces structures étatiques chargées d'accompagner les jeunes pour une meilleure orientation. Parce qu'aujourd'hui, les gens prennent ce sujet à la légère. Nous avons beaucoup de difficultés au niveau de la nation, mais la formation corrige beaucoup de problèmes. Quand la jeunesse n'est pas formée, quand elle est mal encadrée, ou quand on fait une formation qui ne cadre pas aux besoins de l'État, aujourd'hui, la fracture numérique, nous nous battons à la réduire, mais beaucoup de secteurs qui prennent de l'ampleur en Europe, mais chez nous, quels sont les contenus? Comment on fait pour... Donc ça, ce sont des questions de l'État. Mais au-delà de l'État, il y a une deuxième dimension que j'appelle la pression du parent. Au Congo, nous avons des parents qui vivent sous l'effet de la télé, l'effet de la mode. Comment ça? Ou le complexe. Comment? L'enfant de mon collègue de service est au Ghana, le mien aussi doit aller au Ghana. À Pointe-Noire, nous avons connu une époque avec les métiers du pétrole, tout le monde voulait faire HSE. Vous verrez beaucoup de chômeurs à Pointe-Noire, ce sont les métiers du pétrole. On partait à notre époque pétrochimie, électrotechnique, tout ce qui allait dans le sens du pétrole, comme nous avons connu le boom pétrolier. Les parents avaient tendance à orienter tous les enfants vers ces secteurs. Mais est-ce qu'on a vu le temps? Est-ce que réellement c'était la conviction de l'enfant? C'est pour ça que nous avons aujourd'hui beaucoup de cadres qui travaillent sans passion. Parce que je suis militaire, j'ai la possibilité de pousser mon enfant, moi on n'a pas commis capitaine. Est-ce que c'est la passion de l'enfant? Il y a des enfants aujourd'hui, il a la compétence et la passion d'être médecin, mais le parent pense que la médecine, c'est pas ça. Il faut désorienter, surtout les parents intellectuels. C'est là où nous, au niveau du FONATEV, au-delà de l'enfant, nous organisons des débats et des séances d'orientation pour parents. C'est pas parce que je suis, par exemple, j'ai fait gestion des ressources humaines, je pense que pour réussir dans la vie, il faut faire que ça. Et que mon enfant ait cette compétence ou pas, obligatoirement. Quand j'étais à Cotonou, à l'époque, je reçois un parent qui me dit, ma fille vient, mais ma fille fait un métier de la santé ou rien. Si elle ne trouve pas une école, l'enfant revient au Congo. C'est bien, quand vous avez un enfant qui s'adapte, ça marche, mais quand vous avez un enfant qui ne s'adapte pas, l'enfant se perd. Est-ce qu'on a pris le soin de s'assurer? Tout ça là, si on repart dans la première dimension, il devrait avoir des services de l'État qui accompagnent. Et la troisième dimension, c'est l'enfant lui-même. Aujourd'hui, on a des enfants qui embrouillent beaucoup les parents. Papa croit qu'il est très intelligent, il ne l'est pas. Il travaille tous les jours au tableau, il efface. Papa ne connaît pas les équations. Parfois, il met du faux. Papa, à force de voir l'enfant sortir tous les jours pour aller au TD, croit que mon enfant est un génie, il doit faire ceci, il doit faire cela, sans réellement connaître l'aptitude. Et nous, lorsque nous sommes devant les enfants, nous disons, tu es le maître de ton destin. Tu dois être capable de dire aux parents, papa, tu as vu les 17 que j'ai en mathématiques, un ami m'avait donné les questions. Je suis mieux en anglais et en ça, laisse-moi aller là-bas. Et chez nous,
C'est pas le cas. Beaucoup des enfants sont sournois parce qu'on néglige cette question d'orientation. Et parfois, le pauvre papa, en voyant les résultats du bac, la classe de passage, on voit les moyennes notions, on se dit forcément il faut là. Mais parfois pas. Donc voilà pourquoi nous disons que cette question d'orientation, pour qu'elle soit traitée, les 3 dimensions doivent être prises en compte. Conscientiser l'enfant lui-même, conscientiser le parent et emmener l'État à prendre ce secteur de plus en plus en considération. Alors vous dites dans vos termes de référence que cette initiative s'harmonise avec la politique du président de la République. De quelle manière cette initiative s'harmonise avec la vision du chef de l'État? Alors nous, au niveau du FONATEV, je l'ai dit, nous sommes une association qui appuie ou qui s'aligne dans la vision pour accompagner. Aujourd'hui, nous avons pris le soin de lire le projet de société du président de la République, donc l'accélération de la marche vers le développement, que nous n'avons pas initié, que nous essayons d'intérioriser et de voir comment la faire bénéficier aux jeunes. Nous avons trouvé plusieurs aspects qui nous a mis à l'aise, c'est-à-dire l'investissement dans le capital humain, contribuer de plus en plus à la formation des jeunes. Mais quand on parle de formation, la formation pour qu'elle soit productive, la formation doit répondre aux besoins d'orientation. L'orientation, c'est pas seulement au niveau scolaire. Il y a l'orientation professionnelle. Aujourd'hui, les gens pensent qu'aller dans une école professionnelle est réservé aux enfants qui ont raté le bac. Ben faux. La formation professionnelle est qualifiante. Ben, ce sont des formations. Je jette les fleurs à ces organisations comme le FONEA, nous avons la CPE qui fournit des efforts, nous avons le FIGA, mais nous voulons de plus en plus que ces formations soient intériorisées. Je prends un exemple, j'ai fait journalisme à l'école, j'ai fait infographie, à mon époque il n'y avait pas l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui on parle de l'intelligence artificielle qui rentre de plus en plus dans notre domaine, ben je fais quoi? Je fais un renforcement de compétences, je suis autodidacte, je me reforme. Vous n'allez pas me renvoyer à la première année d'université pour aller refaire ça. Et ça c'est une partie de la formation qualifiante. Aujourd'hui, beaucoup de pays se sont développés par la formation professionnelle. Nous avons un problème des techniciens. Parce que ceux qui développent une pays, je ne suis pas contre la littérature, mais nous avons besoin de techniciens, nous avons besoin des ingénieurs. Nous avons connu des pays où, je ne veux pas en faire la publicité, on dit pendant 10 ans, voilà les filières prioritaires pour l'État. Et pourquoi? Je prends un exemple. Nous construisons beaucoup au Congo, mais nous avons un problème d'entretien. Pourquoi les gens doivent toujours quitter ailleurs pour venir construire au Congo? L'NSP ne forme pas. Mais au-delà de l'NSP qui forme des ingénieurs, on a besoin des techniciens. Et nombreux sortent des CFA, par exemple, qui font l'électricité. L'électricité à un bon niveau. Il y a des ceux qui font la mécanique, ainsi de suite. Mais comment nous les orientons dans la vie professionnelle? Comment nous les orientons dans la vie entrepreneuriale? Voilà pourquoi nous disons que ce projet rentre dans cette vision que le président de la République a mise en place, pour réellement investir dans le capital humain, dans la formation et l'orientation des jeunes Congolais. Le FONATEV est sur le point de lancer pour une première fois, si je ne me trompe guère, des ateliers de formation post-bac, c'est bien ça? Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on y gagne si l'on vient dans vos ateliers? Avec quoi ces élèves ou ces futurs bacheliers vont repartir avec? Vous allez leur donner des astuces ou des guides, ou bien vous allez leur donner des contacts, ou encore vous allez leur parler des métiers qui recrutent vraiment ici au Congo, ou c'est juste un moyen pour vous de leur présenter les universités? Bon, comme nous l'avons dit, nous sommes déjà, pour corriger, nous sommes à la 8e édition de 2019 à aujourd'hui. C'est un travail que nous faisons au quotidien. Participer à ces ateliers, nous invitons les parents et les élèves. Il y a un conflit parental qui existe. Parfois que ces ateliers corrigent ce que je venais de dire. Papa, tu veux que l'enfant soit ceci. Penses-tu que ton enfant est? Penses-tu, est-ce que tu as mené des recherches? Donc, si l'on comprend bien, ces ateliers, ce n'est pas seulement pour ces futurs bacheliers, c'est aussi pour les parents. Pour les parents. Exact. Ce sont des échanges enfants et parents. D'accord. Au niveau des parents, ce sont des discussions que nous menons. Okay. Au niveau des élèves aussi, nous les emmenons à une prise de conscience. Surtout à l'intérieur du pays, nous avons ce problème. Vous avez un enfant qui est à Sibiti, qui est à Madjingu, qui est à Nkaï, qui n'a jamais vu Brazzaville, qui écoute Marien Ngouabi de nom. Attendez, lorsqu'on délibère le bac, allez au rectorat, vous aurez pitié des enfants. Un enfant qui arrive, qui te fait 10 concours. Côté Kumke Basiga Mekwen. C'est du fico, sans conviction. Un enfant qui va s'inscrire à Marien Ngouabi, il vient demain, en l'orientant en histoire géo. Sans conviction, il va, voilà pourquoi nous avons beaucoup de cadres sans passion. Il vient au travail à 12h, il finit à 13h, il est parti. Ce qu'il fait ne l'intéresse pas. Et une orientation ratée, c'est un cadre qui posera des problèmes à l'État demain.
parce qu'il n'est pas là où il semblait ou bien il songeait être. Et nous, pendant ces orientations, qu'est-ce que nous faisons? Le premier travail, nous faisons d'abord une étude sur le contenu congolais, ce que le Congo nous offre. Nous avons l'université de Nice à Songesso. Pour ceux qui veulent aller, voilà les filières. Pour faire le concours, il faut ça, tel papier, ainsi de suite. Nous mettons tout ça sur sport ou nous mettons à leur disposition. Nous avons par exemple aujourd'hui l'université polytechnique de Kintele qui a été inaugurée il y a 2 ans. Mais combien ont cette information? Vous irez voir lors des concours, pas assez de candidats. Et nous, le travail, c'est de faire un peu le répertoire de la proposition de l'offre de formation sur le plan national que nous mettons à disposition. Parce que je ne suis pas contre ceux qui vont à l'étranger, mais avant d'aller à l'étranger, il faut en avoir des moyens. Il y a des parents qui se sont embourbés, qui ont mis leurs enfants, surtout les filles, dans des situations compliquées. Ben, ils prennent le complexe. Donc, voyez-moi, quand j'arrive au Ghana, je ne sais pas, par exemple, que la maison se paye à l'année. Vous voyez que le parent n'a pas pris le soin de s'informer. Il envoie l'enfant au Ghana, il arrive, on lui dit, bon, il faut payer 80 000 fois 13 mois. Et si vous n'en avez pas les possibilités, l'enfant va errer de maison en maison chez les amis et ça peut être un problème. Donc nous, en fonction des pays que les gens choisissent, là où nous avons l'expérience bien sûr, nous mettons toutes ces informations à la disposition du parent. Aller à l'étranger n'est pas mauvais, mais quand vous envoyez l'enfant à Dakar, à ceci, à cela, voilà les réalités. Mais est-ce que la comptabilité qui va faire dans ce pays, est-ce qu'ici on n'en fait pas? Est-ce que nous faisons cette étude comparative? Voilà pourquoi nous disons c'est une double dimension. Nous échangeons avec les parents du département et nous échangeons avec les élèves. Et au-delà de tout, on ne peut pas empêcher à quelqu'un de rêver de voyager. Nous avons des partenaires qui offrent des bourses à l'étranger, qui ont des processus de voyage, qui viennent aussi exposer. Ça aussi pour ceux qui en ont des moyens ou ceux qui arrivent à avoir des fortes bourses. Il y a des pays qui octroient des bourses quand vous avez 14 de moyenne et autres. Donc nous faisons comme un tamis, tout un lot d'informations que nous mettons à la disposition des enfants et des parents, et chacun dans le lot essaie de prendre ce qui lui convient. Exactement. Vous l'avez dit, hein, vous êtes à votre 8e édition, mais est-ce que vous sentez du changement? Est-ce que ces éditions ont changé quelque chose dans la manière de faire des parents et des étudiants? Exactement, vous faites le suivi de vos étudiants? Nous avons beaucoup de témoignages parce que nous avons un volet lorsque nous communiquons, mais il y a des enfants, nous laissons les coordonnées, qui nous contactent après le bac, mais que nous accompagnons même dans leur préparation aux différents concours, dans des procédures de voyage et bien d'autres. Et nous avons aussi des parents où nous avons aujourd'hui gardé des bonnes relations et ont accompagné son enfant, et nous voyons que ça avance. Ce qui nous faisait le plus mal hier, c'est qu'on avait l'impression que l'État était un peu inactif à ce côté. Mais aujourd'hui, là où je vous parle, tout à l'heure, nous avons une séance de travail très sérieuse avec les cadres du ministère de l'enseignement technique sur la question, où nous avons mis en place, parce que nous ne sommes qu'un élément qui vient apporter une petite expertise. Nous avons travaillé les cadres du ministère pour voir comment nous allons accentuer ces activités dans les différents ministères. On peut dire, nous sentons de l'évolution, mais nous demandons un peu plus d'efforts et beaucoup de considération de ces domaines-là, de ce domaine d'orientation aux parents, parce qu'un enfant mal orienté sera un mal de tête pour l'administration ou pour la société privée que le rectorat de. Pour cette 8e édition, le FONATEV compte former et sensibiliser combien de sujets? Nous sommes à un objectif minimum de 20 000 jeunes, parce que nous avons pris... 20 000 jeunes par année ou? Pour cette année. Pour cette année, oui, okay. Parce que nous ne prenons pas ces effectifs au plaisir. Quand les départements sont choisis, nous nous rapprochons. Par exemple, pour le ministère de l'enseignement technique, c'est la direction générale de l'enseignement technique. Pour le ministère de l'enseignement général, c'est la direction générale de l'enseignement secondaire. Donc, nous faisons les statistiques. On sait qu'à Dolisie, on peut avoir tel estimatif, en CAI, ainsi de suite. Et nous essayons de faire la ronde en fonction des effectifs. Et là, nous avons prévu commencer à Dolisie le 27. Nous allons passer en CAI, à Madjingu, à Sibichi, à Igné, et possible à Kintele. Puis, lors de la délibération, nous allons faire Brazzaville et Pointe-Noire. Et en octobre, nous allons prendre la zone nord jusqu'à là où nous allons finir au dernier élève au fin fond du Congo. Commençons à structurer les séances d'orientation, pardon. Est-ce qu'il s'agit des longs discours ou bien c'est un moment que vous prenez de tête à tête où les parents et les élèves ont le temps de poser des questions? Est-ce que ce sont des discussions fluides, par exemple? Ce sont des échanges face-to-face. Je prends un exemple. C'est pas que nous le fondateur. Vous êtes journaliste. Il y a des élèves qui rêvent de faire le métier que vous faites, mais on peut vous solliciter. Et nous prenons
en fonction des corps des métiers. Ceux qui veulent faire STEM, les métiers de l'ingénierie, on met devant vous des ingénieurs qui vous partagent leur expérience. Quelle est la vie de l'ingénieur au quotidien? Vous voulez faire le journaliste, on s'arrange à avoir des journalistes devant vous. Vous voulez faire médecine, donc nous faisons un tamis, c'est une délégation même de 50 professionnels qui peut quitter Brazzaville pour aller à Delizy en Caï. Nous avons d'abord un premier contact général et puis nous les repartissions en fonction des corps des métiers et des professionnels que nous avons pour que ces élèves puissent interagir au quotidien avec ces professeurs. Parce qu'il y a d'autres enfants qui vont vous dire « je veux être ingénieur », ils ne connaissent même pas c'est quoi, quel est le métier d'un ingénieur. Mais à force d'écouter un ingénieur, il peut se dire « ah bah moi on dirait c'est pas ce qui m'intéresse trop » ou bien ainsi de suite, et on le réoriente, on l'aide à s'orienter. Et d'autres même, nous faisons le travail. L'NSP forme ça, regardez le contenu, regardez les débouchés. À force parfois de voir, l'enfant se rend compte que moi c'était ici, c'était pas là-bas, et ainsi de suite. Et donc c'est au premier niveau, c'est un échange général, mais après nous partons des ateliers personnalisés. Et comme les chrétiens le disent, une maison qui... Nous, on rentre dans la maison qui nous reçoit. Les parents qui veulent échanger avec nous, nous mettons aussi à leur disposition les professionnels qu'il faut, mais nous laissons de la documentation parce qu'en une journée, on peut pas faire ce travail. Les jeunes, surtout si après la délibération, qui sont excités à nous contacter, ils voient ce qu'il faut et puis on essaie d'apporter... Lentement et sûrement, nous sommes en train de chuter. Vous pouvez regarder votre caméra et nous donner le programme. Il est dit que vous allez faire plusieurs départements du pays. Donc, donnez-nous votre programme. Exactement. Nous allons commencer du 26 au 27 au département, donc dans le département du Niari. Du 29 au 30, nous serons dans le département de la Bouinza, notamment à Madjingo en Caï. Et puis le 11 mai, nous serons dans le département de Djouelefini, donc à Igné. Et puis le 13 et le 14 mai, nous serons dans le département du Poul, donc à Kinkala et à Gomatete. Et puis alors, nous allons laisser un peu, puisque après il y a les examens qui vont se dérouler. Lors de la délibération du bac, nous allons faire Brazzaville et Pointe-Noire, parce que c'est les deux pôles qui reçoivent plus ces jeunes. Et après, s'en suivra la partie nord. À partir de octobre, nous allons faire Oyo jusqu'à Ouest. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Votre mot de fin? Le seul mot de fin est d'inviter les trois parties que nous avons citées, donc les cadres de l'État qui ont ces responsabilités, à vraiment s'activer, à aider la vie et l'épanouissement des jeunes, et les parents aussi. C'est pas mauvais d'orienter son enfant vers un choix qui lui plaît, mais il faut vraiment s'assurer qu'il est prometteur et que votre enfant en a les compétences. Et aux enfants, on est le seul maître de sa vie. Tant qu'on ne prend pas sa vie au sérieux, papa et maman passera, l'État passera. Avant de penser à ce que papa peut faire pour toi ou ce que l'État peut faire pour toi, pense toi-même à ce que tu peux faire pour ton propre avenir. Nous donc appelons les élèves à plus de conscience dans ce domaine. Merci d'être passé sur le plateau de Tchelika Media. Vous êtes chez vous. Revenez Merci. Quand vous voulez. Merci beaucoup. Très ravi. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. N'oubliez surtout pas de partager ce contenu et liker pour les nouveaux venus. Faites un effort supplémentaire. Abonnez-vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.